Chers internautes, une fois de plus, bienvenue ici à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun. Nous allons discuter aujourd'hui d'un thème très important, à savoir les Nations Unies. Il faut rappeler que les Nations Unies ont tenu leur 76e Assemblée Générale le 14 septembre dernier, qui avait pour thème miser sur l'espoir pour se relever de la pandémie de Covid-19 pour construire le monde de manière durable. Et pour discuter, nous avons invité un expert du domaine et nous allons nous retrouver juste après la page en couleur pour savoir qui est-ce que c'est. De retour ici à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun pour discuter sur la 76e Assemblée Générale des Nations Unies. Nous avons invité M. Belinga Pierre-Yvan, qui est doctorant en sciences politiques à l'Université de Yaoundé 2, soit, et par ailleurs étudiant en master en relations internationales, option francophonie et mondialisation à l'Université de Lyon 3. Bienvenue M. Belinga. Merci pour l'invitation, M. Moa. C'est toujours un plaisir de participer à votre émission hautement éducative et instructive. Qui permet davantage à la jeunesse camerounaise d'agréger ses connaissances. Exactement. Aujourd'hui, nous allons parler de la 76e Assemblée Générale des Nations Unies qui avait pour thème miser sur l'espoir pour se relever de la pandémie de Covid-19 et construire le monde de manière durable. Déjà, pouvez-vous nous dire pourquoi un tel thème? Bon, c'est d'abord un thème d'actualité, il faut d'abord le dire. C'est aussi un thème englobant et qui nous renseigne sur les différents défis que le monde doit traverser actuellement. Mais de ce thème, je retiens trois idées principales. D'abord, l'espérance. Après l'espérance, il y a la résilience, mais aussi la présence. L'espérance, pourquoi? Parce que nous traversons une période justement où les différentes mesures qui ont été prises par les États, que ce soit les États ou les organisations internationales, pour réduire ou bien pour endiguer la pandémie à coronavirus, ont été un tout petit peu faibles au regard, timide si vous le voulez, au regard des résultats que nous avons eu sur le terrain. Donc, ce qui fait qu'il est donc important de maintenir cette espérance-là en l'être humain pour dire que le lendemain sera toujours meilleur. Parce que dans la vie, c'est espérer qui est le fondement de la vie en quelque sorte. Donc tant qu'on arrête d'espérer, on peut aussi arrêter de vivre. Donc, il est donc question de créer ces différentes conditions pour pouvoir permettre aux individus de continuer à espérer. Et ces conditions passent nécessairement par des mesures tant institutionnelles que non institutionnelles, que ce soit au niveau international par les Nations Unies, mais aussi au niveau national par les États, mais aussi et au niveau local par les individus, bien les collectivités territoriales. La deuxième idée, c'est la résilience. Justement, la résilience pour démontrer que, au regard de cette pandémie que le monde traverse, il est donc question pour non seulement les États, mais aussi les individus de se transcender, ne pas se laisser abattre par cette pandémie qui nous a véritablement touchés, mais de se transcender pour pouvoir atteindre d'autres objectifs. Parce que c'est le courant de l'avion, on ne peut pas se limiter à cette pandémie. Donc il est donc question alors de miser sur une résilience tant au niveau des individus qu'au niveau des États. Maintenant, la troisième idée, la présence, c'est pour signifier que malgré tout cet état sinistre que nous traversons déjà la pandémie, il faut renforcer la présence des États au niveau des individus. Renforcer la présence des États, pourquoi? Parce qu'il est nécessaire pour ces États qui sont d'abord garants de la tranquillité, la sécurité, la salubrité publique, de renforcer leur présence au niveau des individus, pour que les individus ne se sentent pas seuls face à cette pandémie qui mine le monde entier. Donc voilà en quelque sorte ce que je peux retenir de ce thème et pourquoi on a eu à choisir ce thème. Alors, le secrétaire des Nations Unies, M. Antonio Guterres, disait que le monde est au bord du précipice et il faut à tout prix se réveiller. Par une telle déclaration. Bon, déjà, c'est une déclaration à deux niveaux. Une déclaration de prise de conscience et une déclaration de nécessité d'agir en quelque sorte. Parce qu'il faudrait véritablement que les États et aussi les individus prennent conscience du danger dans lequel nous nous situons. Il ne s'agit pas d'une crise banale comme nous l'avons eu à traverser auparavant dans le monde, mais une crise globale
et qui touche tous les secteurs d'activité. Il est donc question pour nous de prendre véritablement conscience de l'impact que peut avoir cette crise dans nos manières de voir, nos manières d'agir et de faire, et de prendre donc alors des décisions qui s'imposent pour pouvoir résoudre cette situation. Alors, j'aimerais terminer cette première partie d'émission avec une question. Vous avez parlé d'une manière d'agir, d'une manière de voir. Que peuvent les Nations Unies, au regard de sa composition et de ses États, avec des intérêts divergents, pour pouvoir relever le monde de cette situation? Est-ce que les Nations Unies peuvent relever ce défi qui est celui de l'espoir au regard des intérêts divergents de ses membres? Bon, c'est une question apparemment simple mais hautement complexe si on décide d'entrer dans tous les méandres qui régissent la prise de décision, la formulation des solutions, tout cela. Bon, mais déjà, il faut dire que les Nations Unies sont composées de 6 organes principaux. Nous avons notamment l'Assemblée générale, nous avons le secrétariat général, nous avons le Conseil de sécurité, nous avons le Conseil économique et social, nous avons le Conseil de tutelle, nous avons le Conseil économique et social. La Haute Cour de justice. Et voilà exactement la Cour internationale de justice. Voilà, donc il y a déjà cet ensemble institutionnel-là qui nous permet de voir comment est-ce que les Nations Unies peuvent intervenir. Mais à côté de cet ensemble institutionnel, nous avons aussi je pense, 15 agences spécialisées des Nations Unies, parmi lesquelles l'Organisation mondiale de la santé, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Donc, tout ceci pour dire quoi? Tout ceci pour dire que les Nations Unies regorgent de plusieurs ressources, que ce soit des ressources financières, des ressources administratives, parce que dans les Nations Unies, il y a plus de 9000 fonctionnaires. Donc, c'est autant de ressources qui peuvent permettre justement aux Nations Unies d'agir efficacement dans la lutte contre le coronavirus. Mais si l'on s'attarde précisément sur l'Assemblée générale qui nous réunit ce soir, nous pouvons dire que l'Assemblée générale, certes, elle n'a pas de recommandations contraignantes au niveau des individus, mais c'est déjà un espace de dialogue, un espace de rencontre dans lequel plusieurs États peuvent se rencontrer et discuter des différents problèmes qu'ils font face, mais aussi des différentes expériences que ces États ont eu à traverser durant ce coronavirus. Et pourquoi pas partager ces expériences. Donc, il est donc question, au regard de cette Assemblée générale, de rassembler le maximum d'États possible, parce que les Nations Unies, c'est 193 États sur 197 que compte le monde entier. Donc, c'est plus de 98% des États du monde entier. Il est donc question de rassembler tous ces États pour pouvoir, dans un cadre dans lequel ils peuvent causer, partager les expériences de lutte contre le coronavirus pour pouvoir véritablement endiguer ce phénomène. Bon, il y a aussi par exemple le Conseil de paix et de sécurité. Vous allez peut-être me poser la question, pourquoi est-ce que le Conseil de paix et de sécurité ne peut pas agir? Mais il faut savoir que la mission première des Nations Unies, c'est le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il est donc question pour les Nations Unies de continuer cette tâche de maintien de la paix et de la sécurité internationale à travers la lutte contre le coronavirus. Et ceci passe aussi donc par une reconfiguration en quelque sorte du Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies, pour ne plus se limiter à uniquement 5 États membres, 5 États permanents du Conseil de sécurité, mais essayer d'élargir au niveau de l'Afrique pour que l'Afrique puisse avoir une certaine marge de manœuvre aussi dans la résolution des problèmes. Parce que le coronavirus, c'est un grand problème mondial et un problème qui impacte la paix et la sécurité internationale. Donc, d'où l'importance pour les Nations Unies d'agir efficacement au regard de leurs ressources financières, c'est-à-dire en soutenant les États dans leurs projets ou dans leur relance économique, mais aussi en soutenant les États au niveau institutionnel, par exemple, au niveau institutionnel en supportant les différentes charges que les États traversent durant cette crise. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie d'émission. Nous allons faire une courte transition et se retrouver juste après pour poursuivre nos échanges et terminer. De retour ici à l'Institut des relations internationales du Cameroun, nous poursuivons nos échanges avec M. Belinga Pierre-Yvan, qui est doctorant en sciences politiques et par ailleurs étudiant en francophonie et mondialisation à l'Université de Lyon 3. M. Belinga, nous poursuivons nos échanges concernant la 76e Assemblée générale des Nations Unies et nous voulons vous demander par là, quel rôle peut jouer l'Afrique
dans ce contexte de pandémie de crise sanitaire? Bon, l'Afrique, c'est déjà une ressource humaine énorme. C'est aussi l'avenir du monde en termes de ressources énergétiques. Et ce qui fait que dans ce contexte de pandémie, l'Afrique peut constituer une alternative crédible justement dans cette lutte contre la pandémie à coronavirus. Nous l'avons vu notamment à travers les exemples palpables, notamment au Cameroun avec de la médecine traditionnelle qui a été justement mise en avant dans cette lutte contre le coronavirus et qui a aussi eu des effets assez efficaces, contrairement à ce que certains experts prédisaient sur l'Afrique, parce que certains experts prédisaient justement un boom du coronavirus et des morts en un point fini en Afrique dû à cette pandémie à coronavirus. Mais on s'est rendu compte que, au regard de la pratique, il y a une certaine résilience, justement, on revient sur le mot résilience, du continent africain. Et notamment, cela passe par quoi? Cela est passé par la mise en avant de la médecine traditionnelle, ce qu'on appelle généralement la pharmacopée traditionnelle africaine. Donc il est donc question pour l'Afrique de se positionner, parce que ce ne sont pas des États américains ou bien européens qui viendront donner la place de l'Afrique. C'est à l'Afrique elle-même de se positionner en tant qu'alternative crédible à cette lutte contre le coronavirus. Et en tant qu'alternative crédible, ceci passe notamment par la valorisation de la médecine traditionnelle et notamment par la reconfiguration, bien la redynamisation de la diplomatie de la pharmacopée traditionnelle africaine. Alors, une dernière question pour sortir. Comment envisager le monde de demain et celui des relations internationales? C'est une question extrêmement vague, mais nous allons tenter de donner une réponse. Ce qui est déjà sûr, le monde d'avant Covid ne sera pas le même d'après Covid. Et on va assister forcément à une reconfiguration des pratiques anciennes, mais aussi au développement de nouvelles pratiques, notamment en Afrique surtout, où on a eu des pratiques liées au télétravail, même aussi dans notre pays. C'est vrai que ça existait dans d'autres pays, mais il y a une certaine redynamisation, et aussi même du côté de l'Afrique. Donc, globalement, le monde après Covid ne sera plus le même. Il y aura un nivellement en fait des pratiques, des manières de voir, des manières d'agir, des manières de penser, au regard justement de cette pandémie qui nous a séparés en quelque sorte de nos proches. Parce qu'il faut le dire, cette pandémie, au regard de cette pandémie, nous avons constaté que la fibre humaine, c'est-à-dire les relations humaines, sont extrêmement importantes, d'où la nécessité de préserver ces rapports entre les humains. Bon, concernant les relations internationales, forcément, on a vu une défaillance des États aussi, parce qu'il faut le dire, on a véritablement vu une défaillance des États, mais aussi un retour des États. C'est un peu ambivalent, mais il faut le dire. D'un côté, une défaillance des États, notamment les politiques sanitaires, mais aussi un retour des États pour montrer que d'autres acteurs ont émergé sur la scène internationale, les organisations internationales, les individus, les ONG, mais il y a toujours cette fibre étatique qui reste toujours, c'est-à-dire la souveraineté. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et nous espérons que la prochaine fois vous serez des nôtres. C'est toujours un plaisir de participer à vos émissions, de mettre ma petite pierre angulaire à la construction de la nation camerounaise à partir de ces émissions instructives. Alors, chers internautes, nous sommes arrivés au thème de cette émission. Nous vous invitons à poursuivre le débat dans nos différentes plateformes. Ce programme a bénéficié à la supervision de M. Zele Théophile, à la coordination de tickets de jeunes pour l'impact social et de New Mind for Development. Au micro de présentation, je suis Lionel Mouaga. Nous faisons également un clin d'œil à notre caméra woman, Edith Laure Macounier. Restez à l'écoute et à la semaine prochaine.